Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Samy. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans un coworking. Alors si je t'explique comment ça va se passer un peu, il va y avoir plusieurs parties dans l'interview. On va commencer par le tout début. Samy, où est-ce qu'il est né? Quel type d'enfant il était? Comment il était à l'école? Quelles études il a faites? Quel métier il voulait faire? Est-ce qu'il a toujours voulu être expert comptable ou pas? Et puis on va en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, Samy, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ok, très clair. Donc moi, Samy, actuellement expert comptable stagiaire. Mémorialiste. Mémorialiste, effectivement. Donc il me reste juste le mémoire à passer, donc en principe au mois de novembre. Je suis DAF externe en auto-entrepreneuriat dans une boîte, une PME dans la rénovation, qui sont dans les marchés publics. Voilà. Super tout. Intéressant. Alors, on va pouvoir en reparler. Est-ce que tu peux nous dire alors, où est-ce que tu es né? Ok. Donc moi, je suis né sur Paris, dans le 13e arrondissement. Je suis resté une petite année dans le 13e d'ailleurs, parce que mon père avait un resto là-bas. Et on a déménagé à Cachan, donc en banlieue parisienne, dans le 94. Et tes parents, ils faisaient quoi du coup? Exactement. Donc mon père, il était restaurateur. Donc il a commencé dans le 20e, puis après il est venu dans le 13e, sur l'avenue d'Italie. Ma mère ne travaillait pas, donc elle s'est consacrée à notre éducation. Mon père a travaillé plus de 20 ans en brasserie. Et après, du coup, il a commencé à investir un peu à l'étranger. Et là, aujourd'hui, donc, il est à l'étranger en train de travailler, quoi, tranquillement. Donc, tu avais quand même la fibre un peu entrepreneuriale. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, depuis la CM2, dès que donc, vendredi à 16h30, on finissait les cours, l'école plutôt, je me retrouvais à aller rejoindre mon père au resto. Il faisait les fermetures assez tôt le vendredi. Donc j'étais là, je faisais les fermetures avec lui. C'est un peu illégal, mais je travaillais. Non, mais je passais des petits... Il y a prescription c'est maintenant. Ça. Petits coups de balai, j'encaissais. C'est là où j'apprenais à faire mes premiers calculs. Je commençais à apprendre ce que c'était une TVA. Mais voilà, je commençais à comprendre c'était quoi le métier de restaurateur qui était très, très compliqué. Et quel type d'enfant t'étais? Quelle note t'avais? En toute humilité. Non, ma mère, quand elle me parle de moi, mais mon père d'ailleurs, elle disait que j'étais un enfant très sage, un enfant très calme. Ouais, tu vois, j'aurais pas cru. Bon, après, c'est au lycée où c'est un peu... on a pris un autre virage. Mais non, plus jeune, j'étais un enfant très calme. Intelligent, je sais pas. Plutôt normal. Je sais que mes souvenirs, c'est que j'étais très bon en maths. C'est vraiment, mais genre très très bon en maths depuis mon plus jeune âge. Et au théâtre aussi. Franchement, mes maîtres d'école ou maîtresses, ils kiffaient me voir et me mettre sur la scène en disant... T'es un petit clown. Voilà, c'est ça, exactement. Il fait rire un peu tout le monde, il est à l'aise, etc. Et voilà, c'était moi globalement. Après, en grandissant au collège, on grandit un peu plus. C'était un peu plus compliqué le collège. C'était un peu plus compliqué, sachant qu'en primaire, j'étais plus ou moins un élève modèle. Au collège, un peu plus... on grandit, mauvaise fréquentation. C'est ça, un peu plus dissipé, bavardage, etc. Et au lycée, après, j'ai pu me recentrer sur les études. Et voilà, quoi. T'avais une ou plusieurs idées des métiers que tu voulais faire? Ouais, en primaire, je voulais être policier. Parce que moi, je sais pas, c'est quand on regarde les Power Rangers, quand on regarde Walker Texas Rangers quand on est petit, ce qu'on veut faire, c'est arrêter les méchants, etc. Moi, j'ai compris que c'était pas trop le métier aujourd'hui du policier. Je voulais faire ingénieur en informatique.
Donc, c'est marrant, moi aussi. Moi, voilà. c'est au collège, tu vois. Au collège, exactement. Un jeu en informatique, pourquoi ? Au resto. Encore avec mon père, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes et une personne qui était un jeu en informatique et qui m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait, etc. Pour moi, ça y est, je voulais faire ça. T'as choisi quoi alors comme filière pour ton bac ? Je suis allé en seconde générale, j'ai fait une première STG. Pourquoi ? Parce que je devais faire une STI. Justement, je devais être sciences et technologies de l'ingénieur. Je voulais être ingénieur en informatique. J'ai raté ma rentrée. Donc, je me suis retrouvé en STG. T'as raté ta rentrée, c'est-à-dire genre t'as pas été pris ou non, j'ai tu été t'es pris. pas pointé Je me suis pas pointé parce que c'était genre une rentrée le 20 août, un truc comme ça. Moi, j'étais en vacances et genre je reviens, on me dit non mais non, c'est trop tard, c'est pas possible. Et il y avait un deuxième choix qui était STG, compta finance d'entreprise à l'époque, CFE. Je me suis retrouvé en CFE. Et au final, tu découvres un peu les matières compta, contrôle de gestion, management, et comment ça se passe ? Est-ce que tu aimes ? Ouais, un peu de contrôle de gestion. Révélation pour moi. Après, est-ce que c'était une révélation de la matière en elle-même ? Je ne sais pas. En tout cas, le prof, encore une dédicace à Monsieur Bouafia, qui nous a fait, moi qui m'a fait personnellement aimer cette matière-là, dans sa globalité. Donc ça veut dire que là, au lycée, on revient et c'est un autre élève. Parce que c'est pas une passion, mais je commence à aimer ce que je fais. Et surtout que quand on fait de la compta, quand on parle de TVA, quand on parle d'amortissement, lorsque j'échange avec mon père, on commence à se comprendre. Et ça, c'était très très rare. Je sais si j'avais fait informatique par exemple, ingénieur en informatique, on ne serait jamais compris. Et là, on commençait à se comprendre. Donc, je commençais à comprendre ce qui se passe. Je commençais à comprendre quel était le coût, exemple, d'un coca, comment on le calculait, comment on faisait les choses. Et là, voilà, c'est une chose que j'ai plus ou moins appréciée. Au niveau des notes, ça suivait ? J'étais sur 12-13 de moyenne. Après, on est au lycée, on sortait un peu, on s'amusait, il y avait le foot à côté. Et franchement, c'est des années que je regrette. C'était des très belles années. Franchement, j'ai bien aimé ces années au lycée. Et notre prof nous avait prévenu. Il nous avait dit que vous allez regretter plus tard. Aujourd'hui, je le regrette. Et quand on en reparle avec des anciens élèves, c'est le sourire aux lèvres. Est-ce que tu avais toujours dans un coin de ta tête, du coup, le fait d'aller en informatique après, même si je pense que c'est pas trop une passerelle qui se fait, ou est-ce que tu t'es dit, finalement, la compta-gestion, ça me plaît bien, et donc pourquoi pas continuer là-dedans, devenir expert comptable, peut-être c'est venu après ? Deux choses. Donc la première, ce prof-là, notre prof principal, nous avait dit, vous allez aller en informatique, de toute façon ça sert à rien, parce que dans 10 ans, les Chinois et les Indiens vont arriver en France, et vous êtes finis. Assez raciste, mais bon. Et en gros, donc du coup, je me suis un peu enlevé cette idée de la tête en me disant, effectivement, si je suis en informatique, il y aura une concurrence tellement rude que ça va être compliqué. Et là, par contre, il a commencé à développer le métier d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. Récemment, j'ai retrouvé un de mes anciens Facebook. Et sur ce Facebook-là, il y avait écrit expert comptable. Il y avait écrit métier expert comptable. Parce que quand on était un peu plus jeune, on s'inventait un peu des métiers sur Facebook. Donc c'était un peu ton rêve, quoi. C'était dingue. Il y avait écrit expert comptable. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Ah oui, j'avais quand même. T'as pas reçu un petit appel de l'ordre, tu sais. Non, vous n'êtes pas inscrit, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez où là ? J'ai vu ça et je me suis dit, quand même, quand j'étais jeune, je voulais faire expert comptable. Donc, comment t'as fait pour choisir après tes études supérieures ? Est-ce que tu t'es dit, donc, en gros, mon goal, c'est être expert comptable et du coup. C'est ça. Voici les. J'ai regardé, à l'époque il y avait Onicep, c'était le seul site où on pouvait aller pour se renseigner sur le parcours après les études de STG, etc. Il y avait expert comptable, donc j'ai compris comment il fallait quelle étude fallait choisir pour être expert comptable. Mais au bout de 2 ans, j'avais une envie, c'était l'international. Donc ce que j'ai fait, au lieu d'aller en DCG ou en BTS compta, j'ai fait un BTS commerce international. J'ai fait ça 6 mois et j'ai pas aimé. Parce que je ressors d'un bac STG où là-bas, je suis, on est sur du concret, il y a des chiffres, il y a du conseil, on apporte quelque chose sur plus du market, de la com, que j'aimais bien dans un certain sens, mais je voulais pas en faire mon métier. Donc pendant 6 mois, je fais ça. Pendant ces 6 mois-là, j'ai un job étudiant au resto, d'ailleurs, chez mon père. Et au final, donc du coup, j'arrête, je vais bosser au resto. Et je vais bosser 6 mois, mais vraiment, ça y est, c'est le fils du patron, il va reprendre le resto. Enfin, j'étais voué à ça, moi, de base. C'était pas les études. Normalement, à 16 ans, on se retrouvait tous derrière le bar. Ça y est, c'était fini. C'était le resto de Samy, ça allait être ça. Et au final, non. Au bout de donc, du coup, 6 mois plus tard de restauration, j'ai compris que c'était très compliqué. J'ai compris aussi que j'avais un potentiel au niveau des études, parce que je continuais à lire, je continuais à me documenter.
Et j'ai repris en BTS compta dans un lycée Émile Dubois, dans le 14e. Et là, ça y est, c'est reparti. Je savais où je voulais aller, je savais comment le faire. J'ai fait des stages en expertise comptable, j'ai rencontré des gens. On m'a expliqué qu'il fallait aller en DCG. Même après, je voulais quand même faire une école de commerce. Franchement, ça résume très bien mon parcours scolaire, mon parcours tu voulais tout faire. Professionnel, c'est tout faire. Voilà, c'est exactement moi. Mais au final, je vais quand même en DCG. Je vais en DCG, je fais une alternance au sein d'un cabinet d'expertise comptable et de consolidation. Là, j'apprends tout, mais j'apprends bien. C'est un cabinet à taille humaine, ils ont des petits dossiers en TPE, ils ont de la restauration, bien sûr. Et je me dis, j'ai envie de voir autre chose. Et comment tu as fait pour trouver ce stage ? C'était vraiment mon réseau. Je suis parti voir des gens. T'avais déjà un réseau ? En restauration. En restauration, tu parles avec du monde. Et non, je suis parti voir l'expert comptable de la famille et je leur ai dit, voilà, moi j'ai besoin d'une alternance. Il m'a dit, pas de problème. Donc, alternance, DCG. C'était quoi tes missions ? C'était vraiment de la saisie. Saisie, relance client, tout simplement, sur les suspens. Un peu de TVA, un peu légèrement de TVA. Et aider à l'élaboration du bilan. Donc, c'est vraiment la revue poste par poste. Et ça t'a plu ou t'étais frustré ? Oui, non. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, j'avais tout vu, j'avais tout fait. Donc, quand j'allais au travail, je passais la moitié de ma journée à chercher mon alternance de l'année prochaine. J'avais tout fait. J'avais plus rien à faire. Donc des fois, ils venaient me voir et ils ont compris que j'étais très à l'aise avec les outils informatiques. Donc j'avais pu, à cette époque-là, avec du recul, c'était fou quand même, créer c'était sur Excel, leur gestion de facturation en interne. Pour les clients du cabinet. Pour les clients du cabinet. Donc un postage, etc., etc. Comme quoi, t'étais pas si loin de... Ouais, franchement, c'était... l'informatique. C'était ça. Je commençais déjà mes premiers pas. Un sujet très important, c'est qu'en DCG première année, c'était une année un peu de révélation professionnelle pour moi. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais très sérieux. Mais vraiment très sérieux. Genre, on reprend mes bulletins, il y a écrit très bien, félicitations. C'était que ça. Pourquoi ? Parce que j'avais compris qu'on rentrait dans le monde des grands avec le DCG et avec l'alternance aussi. Ouais, je pense que c'est le fait que tu sois en entreprise aussi. Mais franchement, si tu interroges mes anciens camarades, ils disaient, Samy... c'est le jour et la nuit. Ouais, voilà, franchement, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et même moi, j'ai grandi. C'est-à-dire que voilà, en BTS, lycée, on est des petits gamins et tout. On rigole, on charrie en classe. Et là, c'était... le gars, il arrive à l'heure, il finit plus tard. Je finissais, j'ai la Bibi. La bibliothèque ? Ouais, bibliothèque, ouais, franchement, la BU. Après, je rentrais chez moi. Des fois, j'allais pas au foot, parce que je continuais à faire du foot, j'en ai fait toute ma vie. Dimanche, j'allais pas au match parce que j'allais à la BPI. Et franchement, j'aimais bien. J'étais dans un mood dans ma tête, j'aimais bien. Bon, après, voilà, ça a duré 2-3 ans après. Après, du coup, une fois que j'étais sur les rails, ça y est, tout rentrait facilement, etc. J'avais déjà vu plein de choses. Mais cette année-là, la DCG, du coup, DCG 2, puisque j'avais fait un BTS, c'était une année de la révélation pour moi. Et du coup, c'est quelque chose que tu recommanderais à ceux qui nous écoutent de faire de l'alternance le plus tôt possible ? Ah, bien sûr. C'est même, après la sortie de bac, faites de l'alternance. Fait de l'alternance, c'est professionnalisant, on prend en maturité, on comprend plein de choses, on comprend le monde du travail, on fait une déclaration d'impôt, on grandit vraiment, on a un salaire qu'il faut gérer parce que au début on se retrouve à zéro très rapidement. Toi, tu dépensais tout dans les bouquins de cours ou... Dans les bouquins de cours, pas mal, franchement, pas mal. Mais voilà, dans les habits, dans les sorties, c'était souvent ça quand j'étais petit. Mais je le recommande vivement. Franchement, c'est un truc que je regrette, mais vraiment pas. Et ça s'est vu d'ailleurs après. Et est-ce que tu as changé de cabinet pour ta 3e année de DCG du coup ? Ouais. J'ai fait donc 1 année chez eux. Je suis parti un petit mois à Los Angeles, dans une école pendant les vacances exactement, au d'été. mois d'août. Education First, je sais pas si tu connais. Je suis allé 1 mois chez eux, dans une école. Franchement, c'était ultra bien, parce que je savais que je pouvais pas compter sur le DCG pour l'anglais. Franchement, j'ai aimé aussi, c'était incroyable. C'était même la concrétisation de l'année que j'avais donnée, où ça se soldait par ça. Et voilà, j'avais mis un peu d'argent de côté, etc. Je suis parti 1 mois. J'ai rencontré des gens formidables, qui aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai encore contact avec eux. Et puis en DCG2, je suis parti chez AIG, American International Group. Enfin, en 3e année, du coup. En 3e année, exactement, où j'étais dans le service compta gêné. Donc là, c'était une entreprise. C'est ça. Ouais. Et c'est là où j'ai compris que l'entreprise était une planque pour ceux qui faisaient d'expertise comptable. Parce que il y avait rien de compliqué.
Mais pourtant, au cabinet, en soi, dans ce que tu nous dis, c'était pas non plus les trucs de... Mais j'ai mis 2 mois pour me mettre, tu vois, pour tout comprendre, pour comprendre les process, etc. Alors que là, c'est genre 1 mois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et tu faisais quoi alors ? C'était quoi tes missions ? Franchement, en mission, c'était de l'assurance. Donc l'assurance, on avait plusieurs choses. La gestion des chèques de sinistre. Ils recevaient 1 tonne de chèques. Donc déjà, il y avait un process à mettre en place. J'ai travaillé étroitement avec le COO qui était là et qui disait voilà comment on va faire, voilà comment on peut faire, ça sera géré comme ça, c'est à chronométrer, etc. Donc il y avait un process à mettre en place. Ça met un peu de temps. Après, franchement, il y avait des chèques qui rentraient, fallait faire des tableaux de reporting entre guillemets de chèques avec le montant qui rentrait, du retraitement de balance pour envoyer aux équipes qui étaient en Inde. On pratiquait beaucoup d'anglais, bien sûr. Les factures qu'on recevait, qu'on devait rentrer dans le pipe, c'était quelque chose d'assez simple. Et franchement, l'année, elle est passée très, très vite. L'avantage, c'est le fait de savoir ce qu'on doit faire, on le fait très rapidement. Ça nous dégage un peu plus de temps pour les révisions de DCG, ça nous dégage un peu plus de temps. Même moi, j'allais faire du sport entre midi et 2. C'était assez simple. Ma réflexion n'était pas... On n'allait pas la pousser, en fait. C'était pas très compliqué. Mais c'était une volonté pour toi d'aller en entreprise C'était une volonté pour moi. Ouais. Il fallait que je voulais vois. tester. Ouais, exactement. Ça, tu voulais tout faire. Exactement. J'ai fait le cabinet, maintenant il faut que je fasse l'entreprise. La grande entreprise. Fallait que je vois comment ça se passe chez eux, comment c'est, etc. Et voilà, j'ai compris ce que c'était. Après, j'en tire quand même des avantages parce que construire un process, c'est pas tout le monde qui sait le faire en fin de DCG. Maîtriser la suite Office non plus, sauf ceux qui étaient chez EY avant. Mais voilà, j'ai appris des choses, mais je me suis dit, ouais, franchement, si un jour j'ai envie de me reposer, je vais en entreprise et voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment. Mais je pense que c'est bien d'avoir les 2 côtés, d'avoir le côté cabinet où tu es en dehors de l'entreprise et quand tu es dans l'entreprise où tu vois comment ça se passe. Et tu vois, après, je pense que quand tu as des contacts avec des clients, des fois, quand c'est par exemple des PME, quoi, tu vois qu'il y a la compta gênée, qu'il y a le contrôle de gestion, etc. Tu vois un peu comment ça s'organise. Donc, je pense que c'est bien aussi de tester ça, au moins peut-être en stage ou en job d'été. Ouais, non, franchement, c'est bien. T'es l'autre côté de la barrière. En vrai, c'est intéressant de le faire. Après, est-ce qu'il faut rester un peu plus longtemps en cabinet? Exemple, je sais que la 2e année, il avait des projets pour moi. Mais quand je lui ai dit que je partais je changeais d'entreprise, que j'allais en compta gêné, il m'a dit « Ok, très bien, c'est pas grave, t'as bien raison, parce qu'il faut bien que tu vois autre chose. » Mais il y avait d'autres projets. C'est-à-dire que ça y est, c'est moi qui prenais le lead sur les dossiers, c'est moi qui faisais du juridique, donc j'allais grandir et faire apprendre encore plein de choses, mais ça m'intéressait plus. Et surtout quand on commence à se plonger dans les bouquins, à voir plein de choses, l'expertise comptable, ça ne nous intéresse plus trop. Surtout quand on est jeune, on se dit je peux faire plein de choses. Moi, ça y est, master, je veux faire chez HEC. Dans nos têtes, c'est ça. Je veux pas, aller en conseil, je veux aller vivre à New York. C'est tout ça qui arrive. Donc, il fallait que je voie l'entreprise. J'ai vu l'entreprise, j'ai bien aimé. C'était simple. Il y a plein de choses à voir. Il y a beaucoup de mobilité. Il y a plusieurs secteurs, comme tu as dit. Il y a donc la compta client, il y a le contrôle de gestion. Nous, on était à côté des ingés. Compta fournisseur aussi, parce que c'est vrai que nous, quand on est en cabinet, on fait tout. Moi, j'étais en génie four. Donc, j'étais en comptabilité générale et fournisseurs. Donc, je voyais un peu tout ça. Et il y avait les ingés, et je discutais avec les ingés. Donc, je comprenais un peu leur métier, je comprenais ce qu'ils faisaient, je comprenais c'était quoi vraiment les risques, etc. etc. C'était assez intéressant. Les gars, ils ont des plans de 3 mètres, ils t'expliquent voilà, ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Ils t'apprennent à calculer une surface d'une maison. Franchement, t'es ébloui par ce qu'ils font. Et voilà, c'est cet esprit un peu entreprise aussi qui est sympa. Et là, tu étais en fin de DCG. Alors, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais aller en école de co? Est-ce que tu voulais retourner en cave? Qu'est-ce que tu voulais faire? Encore une fois, école de co. Il y a une école qu'on m'avait conseillée parce que j'avais donc du coup les équivalences du DSCG, c'était l'école PSB. Et c'est quoi PSB pour... Paris School Business. Ok. Paris Business School. Effectivement, PSB m'accepte. Donc je passe les entretiens, je passe les concours, etc. Ils m'acceptent. C'était des concours, C'est chez eux. C'est pas du passerelle ou quoi que ce soit au tremplin. C'est vraiment eux qui font des concours, des écrits, des oraux, etc. Des oraux de groupe. Mais du coup, tu savais comment te préparer ou... Ils faisaient des sessions. Des petites sessions de préparation sur les écrits, etc. Donc je valide tout. L'avantage d'être en DCG, on est bon. Tu te pointes pas à l'oral comme... Non, j'y vais quand même. J'y vais, j'échange et voilà. Et franchement, à la fin, j'arrive à tirer un sourire de la femme en face de moi, l'examinatrice, parce que je lui pose la question et je lui dis, et vous,
qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais vraiment, le genre. côté théâtre. Ouais, voilà, le fin mot de la fin, c'est et vous faites quoi dans la vie? Et là, un sourire. Et elle m'explique qu'elle est archi contente. À la fin, je vois, elle m'a mis un petit 12-13 à l'oral, genre j'étais content, quoi. Pourtant, je suis arrivé sur un sujet sur l'écologie. Enfin, je maîtrise pas trop le truc. Et... Bref, en tout cas, voilà, c'était. En gros, t'as bien réussi à meubler et c'est ça. À faire ton show un peu. C'est exactement ça. PSB arrive, m'envoie une lettre, c'est bon, vous êtes accepté, il faut payer et il faut trouver une alternance. Et c'était cher? C'était un CCA. Du coup, l'alternance payait, mais il fallait une avance, entre guillemets, de, je crois, 2 000 €, un truc comme ça. 2 000 €, c'est beaucoup pour un jeune quand même. Hein. Tu lui demandes 2 000 €, s'il n'a pas papa, maman, c'est assez compliqué. Donc là, moi, je dis OK, ne vous inquiétez pas. J'envoie mes CV un peu à gauche, à droite, avec PSB, etc. Et là... Et tu postulais dans des cabinets? Non, en entreprise. Okay. C'est en entreprise. Souvent dans les contrôles de gestion, dans les secteurs un peu comme ça. Et là, il y a une alternante de chez AIG qui m'envoie, il me dit « Samy, tiens, ça peut t'intéresser. » Il y a marqué EY. Et je me dis « Mais moi, je pense que ça va être inatteignable pour nous en DSCG d'aller chez EY. » Je connaissais pas. Ernst Young. Voilà, c'est exactement. Ernst Young, un Big Four, dans le monde entier, ultra connu et reconnu. Fait partie de la crise. Voilà, quoi. C'est un acteur majeur dans le monde de la finance. Et pour moi, c'était impossible. Et là, en fait, j'ai compris après coup que c'était un programme qui était fait sur mesure pour les DSCG. Donc, je postule, on m'appelle. Ah, t'avais pas fait gaffe que c'était que pour c'est ça. les DSCG. Moi, j'ai vu qu'il y avait un programme alternant. Je me suis dit, ils vont jamais venir me chercher. Ils vont aller chercher du Dauphine, de la Sorbonne, l'IA Gustave Eiffel. Ils vont aller chercher... Et maintenant, ils m'appellent, entretien. Je tombe avec la responsable du programme. Je viens avec mes bulletins et tout, franchement très bien et tout. Elle me dit je vais être très franche avec vous. Nous, on recrute les dernières personnes. Je vous donne mon retour courant de cette semaine. Et là, 2 jours après, il m'appelle, il me dit c'est bon, vous êtes pris. Et là, je me dis waouh, faut que je fasse DSCG en fait. Donc je continue en DSCG, j'abandonne PSB, je leur envoie un mail. Voilà, c'est bon, c'est fini, j'ai trouvé autre chose, etc. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le programme DSCG Ouais. Donc AFD, c'est assistant formation diplômante. On était des auditeurs débutants en alternance. L'alternance, c'est vraiment sur le papier parce que c'était pas du 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, c'était du concaténé. Toute la saison, on est en audit. Donc la saison qui s'étend Qui s'étend tout le temps. Ça s'arrête jamais. Il y a des semestriels, il y a plein de trucs, il y a des clôtures décalées, donc on est obligé d'être là tout le temps, des hard close, franchement on intervient tout le temps. Sauf que là, nous, ils nous laissent donc mai-juin et ils nous laissent septembre-octobre. Où t'es en cours du coup. Exactement. C'est uniquement à ce moment-là on est en cours. Sinon on est H24 chez EY. On est tout le temps chez EY. Donc c'est sur 2 ans, on a notre vendredi. Ils nous donnaient le vendredi parce qu'en fait, en 4 jours, on faisait plus que 35 heures. Donc, ils nous donnaient donc tu vendredi. Te dis, ah trop bien, et puis après, en fait... Exactement, au final. Donc ils nous donnent notre vendredi. J'étais sur des missions grand compte, j'étais sur Veolia. Grand compte, tu peux expliquer, parce que c'est un peu c'est des termes qu'il y a dans les bigs où donc grand compte, plusieurs types de c'est généralement les clients qui sont cotés, qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires, c'est vraiment ces clients-là. Donc en dessous, tu as du middle market, de la PME, grosse PME, et sinon tu as de la start-up. Moi, j'étais en grand compte, donc comme client, j'avais Veolia, Heidelberg Cement, qui est le 2e cimentier mondial après Lafarge. J'ai fait quelques missions ponctuelles. Donc déjà, ces 2 missions-là, ils me prenaient toute l'année. Et après, j'avais des missions ponctuelles comme au Orange, sur une clôture décalée. Et de la petite start-up comme Airwell. Franchement, c'était... si aujourd'hui, on me dit « Est-ce que tu regrettes jamais de la vie ?» EY, c'est l'école après l'école. Donc là, c'était l'école pendant l'école. Je suis ressorti, j'étais un monstre sur Excel. Franchement... Et même, je savais mettre un costume aussi. À la fin, on sait mettre une cravate, on sait bien s'habiller. On grandit vite, on apprend vite. De toute façon, on n'a pas le choix. On est contraint, on te jette dans la piscine, t'apprends. Soit tu nages, ou soit tu te noies. Il y en a qui sont noyés. Il y en a, c'était très compliqué. Au bout de 6 mois, ils arrêtaient. Ils ont dit, moi, je peux pas. Mais voilà, cette un peu révélation que j'avais eue en DCG 2 était revenue. Et pour moi, ça y est, il fallait que je sois vraiment à fond. Et là, tu as passé du tout au tout, parce que je pense que tu avais un peu des... Tu sais, quand tu étais au CAP, tu avais plutôt des petits dossiers, et là, d'être sur des grands comptes... Tout. Donc, des fois, ils m'envoyaient aller
parler sur les fournisseurs dans la compta à four, donc je me retrouve chez AIG, mais là avec des gens qui ont 30 ans d'expérience, ils ont un petit jeune en face de lui, il me dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui, laisse-moi tranquille. Et là on était là, je me suis retrouvé chez Veolia, il y avait une salle spécialement pour les CAC. Alors, je me suis dit waouh. Oui, parce que je crois que du coup en fait quand c'est des très grosses boîtes, limite en fait l'audit c'est toute l'année. Ils ont de la conso, à un moment, je devais revoir le process de... Ça, c'est un truc qui m'avait marqué. De Trésor. Et il m'envoie dans une salle. Il me dit, lui, c'est le responsable des placements de titres. Déjà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que d'habitude, tu as genre peut-être un service Trésor, mais du coup, tu as le responsable Trésor. Mais là, c'est encore en dessous. Genre, tu as un responsable placement. Donc, tu te dis... il m'expliquait pour faire court, en gros, l'excédent de trésorerie avec le cash pooling, il le plaçait en 24 heures, il le débouquait pour faire un peu d'argent dessus. Et je rentre dans une salle, c'est le Nasdaq. Le truc, c'est qu'il y a des courbes partout, il y a des écrans partout. Genre, t'as l'impression d'être à la bourse, quoi. Ouais. Et là, franchement, c'est une claque que je prends. Je me dis, waouh! C'est là où j'ai compris que j'étais pas n'importe où. C'est là que j'ai compris que, il y a des entreprises qui sont vraiment incroyables. Donc oui, c'est le monde des grands. Tout simplement. C'est le monde des grands. Et l'audit, c'était un truc, toi, que tu voulais tester ou ça s'est fait comme ça Quand on est jeune, quand on est en BTS ou en DCG, on veut faire de l'audit, mais on ne sait pas ce que c'est l'audit. Récemment, je suis intervenu dans mon ancien lycée pour les BTS. Il y a quelqu'un qui m'a dit « je veux faire de l'audit ». Et je lui ai posé la question « tu sais ce que c'est l'audit ?» Il me dit « non, mais je veux faire de l'audit ». C'est l'image qui attire les costumes, la prestance. C'est ça, la prestance. Et même le mot audit, tu dis, ah ouais, c'est stylé d'auditer. Je vais faire un audit. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé. Je veux auditer, moi. Et moi, quand j'étais jeune, je voulais auditer. Et je savais pas faire la différence entre un audit légal et un audit contractuel, mais je voulais faire de l'audit. Absolument. Et je me suis retrouvé chez EY. Et pour être honnête avec toi, je savais même pas que j'allais faire du commissariat aux comptes. Je savais juste que j'allais être chez EY. Donnez-moi ce que vous voulez, même le balai, mais je vais être chez EY. Une fois que je suis dedans, je sais qu'après, il y a une mobilité, tu peux choisir où est-ce que tu veux aller. D'ailleurs, la plupart de mes camarades, la guerre des contacts, se sont retrouvés en conseil, se sont grandis, sont managers, senior managers. C'est que possible dans les bigs. Et donc les bigs, tu peux rappeler qui est-ce qui est concerné? KPMG, PwC, EY et Deloitte. Mazars qui les talonne récemment. Là, il y a eu une petite étude où en conseil et en audit, au niveau européen, ils ont des chiffres records où ils arrivent vraiment à talonner, mais de très près, les Big Four. Et toi, c'est quelque chose que tu conseilles du coup d'aller en big? Je le conseille très jeune. C'est-à-dire que soit tu le fais en alternance et même tu continues encore un peu après, voire même beaucoup, ou soit tu fais tout de suite après les études. Mais je le conseille vivement. On apprend plein de choses. On apprend une méthode, on apprend une rigueur, on apprend en audit, on voit tout. On déroule tous les cycles. Mais il faut s'y connaître un minimum. Parce que là, tu m'as fait penser j'avais un stagiaire. Du coup, en deuxième année, on est en senior, on est un acting gas senior. On ne peut pas avoir le titre de senior, mais on est senior sur nos missions. Et moi, j'ai un stagiaire. Et au bout de 3 semaines, je vois sur son ordi, il fait ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il a compris un truc. Il me dit, je viens de comprendre. Je dis, quoi? En fait, le débit et le crédit. Il me dit ça. Au bout de 3 semaines, il auditait les fournisseurs. Et il me dit ça. Je lui dis, quoi? Et en fait, il suivait bêtement ce qui a été fait avant. Il comprenait pas. Et ça, c'est le piège à éviter quand on va en audit. C'est vraiment comprendre ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, c'est cette façon-là que tu vas auditer, mais vraiment de manière, de la meilleure des manières, et surtout que tu vas comprendre ton travail et accélérer pour enchaîner sur différents sujets. Mais voilà, c'est très marrant, et ça m'est arrivé plus d'une fois d'ailleurs. Hein, mais c'était des stagiaires de grosses écoles de commerce. Ouais, d'écoles de co. Ouais. Moi, j'ai eu quelqu'un qui était en Sciences Po, j'ai eu quelqu'un qui avait fait l'ENS. Donc entre guillemets, ils ont peut-être eu une matière de compta, mais un amortissement, ils savaient pas ce que c'était. Après, ça, c'est l'injustice des Big Four. C'est-à-dire que nous, quand on audite, on explose tout. Eux, ils le voient plus d'une façon un peu de mission politique. C'est-à-dire, on va savoir parler, expliquer, rentrer dans les détails, négocier, voire même... C'est plus la forme et le fond. Exactement. Le fond, c'est les petites mains, entre guillemets. La forme, ça va être des gens comme ça qui vont pouvoir parler, expliquer les choses. Mais c'était pas un peu... perturbant, tu vois, le fait d'avoir des personnes qui, entre guillemets, connaissent pas la compta, le contrôle de gestion, ouais, c'est plus de se dire je veux aller dans un big parce que c'est prestigieux, etc. Mais
moi, quand je leur posais la question, ils me disaient souvent, bah écoute, un big, c'est une porte d'entrée pour tout voir, on voit tout rapidement, etc., etc. Après, nous, notre rôle, c'était de leur expliquer ce que c'était, mais on n'a pas le temps de faire un cours. On a une intervention de 3 semaines. Sur 3 semaines. Tu dois reprendre le débit crédit. Mais bien sûr. Sur 3 semaines, on est là, on doit auditer des grosses boîtes, c'est très compliqué. Mais on doit leur expliquer, on doit avancer avec. Et voilà, des fois, après, quand ils disaient, moi, après mon stage, ils me proposent un salaire à l'entrée qui a 10 4 plus limite que toi. Qui était supérieur, qui était supérieur au tien. Tu te dis, oh là là, mais pourquoi? Et après, il y en a d'autres, par contre, on a vu l'évolution qui a été dingue. Il y a eu des ingénieurs qui ont fait de l'ESTP, par exemple, et génie civil, rien à voir. Hein. Les gars, ils rentrent au bout de 3 mois, ils ont compris toute la compta. Ils ont compris toute la compta. Et ça va très vite. Ça va vite, ça accélère, ils auditent très rapidement, ils comprennent tout, ils trouvent ce qui ne va pas, etc., etc. Et après, à contrario, il y en a d'autres, ça peine et ils abandonnent au stage, quoi, tout simplement. Et donc toi, tu restes combien de temps chez EY? Je fais mes 2 ans. Je fais mes 2 ans pleines. Ma plus longue expérience. On reviendra après. Je fais mes 2 ans pleines chez EY. Et après, en fait, il y a eu un déclic à un moment. Donc, on me place sur un audit de start-up. Et chez cette start-up, qui est à Guyancourt, je crois, on fait un revue d'activité ultra poussé. Et là, on commence à prodiguer indirectement des conseils. Alors qu'en principe, en audit... On ne peut pas te donner de conseils. Et là, entre nous, c'est ce qui se dit. Voilà, regarde le chiffre d'affaires, voilà ce qu'il a fait, voilà. Bon, il y a les reclassements à faire, là, etc., etc. Et là, on dit, mais t'as vu, en changeant de politique, voilà ce qui s'est passé. Et là, je me dis, punaise, mais c'est ça que moi, je veux connaître. En changeant de politique, qu'est-ce que tu veux dire? En gros, ils ont fait une nouvelle stratégie co, et il y a eu une augmentation de chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont dépensé un peu plus là, et le CA, ça s'est ressenti. Mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux comprendre. C'est ça que je veux apprendre. Je veux pas être genre là après pour constater, mais pour aider à ce que ça arrive. Exactement. C'est exactement ça. Aider pour que ça arrive, orienter mon client. Donc ça, c'était un des premiers événements. Deuxième événement, franchement, sans mentir, sur l'année, je prends au moins 10 appels de gens que je connais autour de moi. C'est des cousins, des cousines, des amis, et qui me posent des questions. Ils se disent, mais toi, t'es pas bientôt expert comptable? Je dis, non, pas du tout déjà. Et dans un second temps, oui, effectivement, là, je suis mon cursus tout naturellement. Mais tu travailles chez EY, t'es en audit, c'est pas n'importe quoi, etc. Tu me conseilles quoi comme création de société? Et là, je sais pas quoi répondre. Ok, c'est pas grave. À la limite, tu penses que comptablement, comment je devrais gérer mes factures? Bon, toi, tu lui dis le truc ballot, il dit, ouais, mais ça, je sais déjà, mais t'as pas un process? Quel logiciel je prends? Je fais quoi? Et là, je me dis, ah ouais. Donc là, je ressors d'une mission où j'ai pu comprendre, constater un conseil qui a été donné. J'ai des appels, j'arrive pas à répondre, il faut que je fasse quelque chose. Et je me dis, je pense que là, les questions qu'il me pose, c'est un expert comptable qui peut y répondre. Je me suis dit, je vais aller en expertise comptable. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où tu te dis, je vais être expert comptable. Exactement. Alors qu'avant, tu n'avais pas forcément eu... Moi, à un moment, quand je suis rentré chez EY, j'allais dire, j'allais faire toute ma vie chez EY. J'abuse toute ma vie, mais pour moi, c'est 10-15 ans chez EY. S'il savait ce qui s'est passé... Il s'est dit, waouh. 10-15 ans, pour moi, c'était ça dans ma tête. Et non, au final, donc, je veux faire l'expertise comptable. Bien sûr, EY, il me propose un poste en expertise comptable. À la fin, on audite, ils ont un comité qui passe en nous évaluant, etc. Ok, ça mis très bien. Il y avait des gold standards. Les gold standards, c'est des étoiles, c'est-à-dire que le gars, il a très bien performé pendant sa saison. Et il me dit, si tu veux, en audit, soit tu reviens en senior, ou soit tu vas en expertise, on t'envoie chez l'associé en expertise. Mais du coup, tu repasses en junior ou... En assistant expérimenté. En AE. Donc pendant 1 an, je faisais de l'AE, après en senior. Donc j'échange, et déjà, le grade ne me convenait pas. Je disais, mais moi, voilà, j'ai fait de l'expertise, j'ai fait de l'audit, je me vois mal être en AE. En senior, je serais prêt à faire des sacrifices, il n'y a pas de problème. Elle me dit, non, moi, franchement, je te verrai en AE, voilà le salaire d'AE, donc je perdais bien sûr un gap, etc. etc. Mais nous, par contre, écoute, je t'explique que c'est que du fast closing, c'est que on fait que des clôtures, on fait que du reporting, etc. Donc on fait pas la tenue, on fait pas la saisie, on fait pas TVA. Ah oui, c'était que clôture voilà, des comptes. Ça. Tu peux expliquer ce que c'est fast closing? En gros, fast closing, c'est on améliore les process en fin d'année pour clôturer le plus rapidement possible. Tout simplement. On vient sur les outils, on vient sur les process, on vient sur même le personnel, etc. pour dire voilà comment ça va se passer. Et ça aurait pu te plaire, je pense. Ouais, mais je me suis dit, il faut que je me remette quand même dans l'expertise.
Là, je vais dans un... Après coup, tu as totalement raison. Hein. Ça aurait pu me plaire, j'aurais pu peut-être gérer. Mais là, le mindset que j'avais, c'était il faut que je reparte vraiment de tout en bas et que je remonte dans un cabinet classique. Puisque là, ils font que de la PME. Ils font que des grands comptes. Ils n'avaient pas de TPE. Tout est déjà fait et tu peux pas vraiment donner de conseils parce qu'ils ont déjà c'est ça. Il y a un CSP, des prestataires. Voilà, c'est ça. Eux, ils gèrent tout. Donc, je recherche un peu ce que je veux faire. Bien sûr, souvent, et comme par hasard, tu as beaucoup de cabinets de recrutement qui t'appellent vers le mois de mai. Mais vraiment, beaucoup, j'étais flatté. Moi, je me suis dit, oh là, j'ai la côte, dis donc. Ça, je pense qu'au début, tu sais, quand t'es pas habitué et tout, que t'es étudiant, que t'es alternant, tu te sens vachement flatté. Exactement. Et du coup, peut-être que limite, tu vas accepter certaines choses parce que tu te dis je suis trop flatté, tu vois, qu'on s'intéresse à moi. C'est ça. Sauf que tu captes pas forcément qu'en fait ils ont appelé genre 500 personnes. Exactement. Et qu'en fait t'es juste un parmi c'est ça. Et ça, c'est un truc à faire très attention, c'est que souvent en sortie d'école, en DSCG ou quoi au caisse, beaucoup d'appels, beaucoup de LinkedIn, beaucoup de choses. Il faut faire très attention, il faut pas tomber entre guillemets dans leur piège. C'est pas un piège, ça se trouve qu'on va retrouver vous allez vous retrouver, je parle aux étudiants de la comptabilité, dans un très bon cabinet, mais il faut savoir qu'ils appellent tout le monde. Vraiment. Mais vraiment. Ok, ils ont réussi à en empêcher un. Ils nous flaguent, ils nous disent on aime beaucoup ce que vous avez fait, on a des clients. Sauf qu'ils te le disent à tous. De toute façon, tu n'as qu'à voir les messages sur LinkedIn, tu repères si le truc est personnalisé ou pas, si c'est votre parcours est super intéressant. Enfin, ouais, mais tu vois, tu précises pas ce que j'ai fait. En fait, c'est un red flag de te dire ok. Genre, en fait, le message, potentiellement, il est copié-collé à tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai déjà reçu un Hello Olivier. Il a copié-collé et il me l'a envoyé. Donc bref, c'est... Donc, à ce moment-là, voilà, un cabinet de recrutement. Je suis sur LinkedIn, je regarde et je tombe sur un cabinet qui s'appelle Dafinity. Et le cabinet, il propose un stage il propose un programme pour les experts comptables stagiaires. Donc, en 3 ans, dans un premier temps, on est collaborateur RPA. Dans un deuxième temps, on monte sur le reporting. Dans un troisième temps, en CFO externe. CFO part-time, d'affaires externes. Donc voilà, quoi, directement, je fonce, j'échange avec eux. Bon, le bureau était un peu loin, j'aurais dû réfléchir un peu parce que en plus de ça, l'année où je commence, grève SNCF, Covid, très compliqué. Donc j'arrive collaborateur RPA et là, je vais en expertise comptable et c'est une nouvelle expertise comptable. C'est pas l'expertise comptable que j'ai appris en première année de DCG, enfin deuxième année de DCG. C'était vraiment une nouvelle expertise comptable des QuickBooks. Des receipts bank. RIP à eux maintenant. Ouais, ça y est, c'est fini pour eux, les pauvres. Mais qui ont quand même disrupté le marché QuickBooks. Hein. Ils sont arrivés, ils ont ouvert une grande porte. Au moins, ils ont bousculé. C'est ça. Ce qu'il y avait avant, on peut prendre ce qu'on trouvait sur le marché avant, les CGID, etc. Et ils ont mis un gros coup. Ça a ouvert la porte à d'autres éditeurs. Donc, Receipts Bank qui est devenu Dext, Libéo, tous ces outils Power BI qui aujourd'hui a un succès dingue. Tous ces outils-là, je commence à comprendre. Et je commence à comprendre que la compta aussi, c'est pas si compliqué que ça, c'est très rapide en fait. Donc, au bout d'un an, je fais le tour. J'ai fait le tour. Mais c'était quoi tes missions du coup ? Est-ce que tu peux expliquer aussi ce que c'est exactement. Et là, et bien sûr. Et là, du coup, on est sur totalement un autre domaine. Onboarding. On me dit, tu vas faire l'onboarding d'un client. Google Traduction. Moi, la première fois je savais pas ce que c'était. En plus, quand tu cherches sur Internet, je crois, je sais pas. Ouais, en fait, tu trouves embarquement, pas. Tu trouves embarquement. En fait, tu comprends pas ce que ça veut dire. En 2019, 2020, on me dit tu vas onboard un client. Je savais pas. Toi, t'es là, t'es en mode oui, mais tu sais pas ce que c'est. J'avais franchement. En gros, moi, je suis arrivé en mode collab expérimenté. J'avais quelqu'un au-dessus de moi. Big up à Madame Akarkash et qui était là et qui m'a expliqué comment il fallait faire. Et en fait, c'était la présentation de l'outil. Puisqu'en fait, la compta a totalement changé. C'est un outil collaboratif qui fait que le client participe. Ça n'existe plus la boîte à chaussures, je te l'envoie et t'enregistres tout. Et là, il faut lui expliquer comment ça marche. Comment tu rentres. Donc nous, on crée le dossier, paramétrer. On montre au client comment utiliser QuickBooks. C'est-à-dire vos ventes, voilà où elles sont, comment générer une facture. On montre au client comment mettre ses factures fournisseurs sur Dext. Et nous, voilà, c'est uniquement ce qu'on veut faire. Comment paramétrer, si vous voulez rajouter des comptes comptables, vous nous le dites, on le fait, etc. Et c'était ça l'onboarding. Puis après, il y avait un petit coup de process. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez, on fixe une date où on fait un point ensemble. On s'appelle, tac, je bloque une petite demi-heure, on est ce qu'on en est sur ça, etc. Faut que là, ça soit mis parce qu'il y a la TVA qui arrive. Bref, donc c'était ça. Stratégie du cabinet qui change, il veut qu'on devienne des vraiment RPA purs.
Donc RPA, Robotisation Process Automation, c'est normalement des profils un peu ingé. C'est des gars qui sont là, qui font des boucles de processus automatisés, qui font des tests et qui regardent s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et là, on intervient. Voilà, il faut modifier ça, il faut remodifier ça. Ah, il y a un bug, il faut changer, il faut le paramétrer, etc., etc. Donc nous, on a commencé à prendre cette casquette-là. On a pris cette casquette-là. L'expertise comptable chez Daffinity ne fonctionnait plus comme avant. Ils ont décidé de se recentrer sur le Transaction Services, le CFO part-time, donc le DAF externalisé, et du reporting. Donc ils ont plus ou moins abandonné cette partie expertise. Donc naturellement, moi je pars. Et là, je pars dans une petite entité avec Grégory Prouveau. Grégory Prouveau, j'échange avec lui, je le mets pas sur LinkedIn ou sur mon CV parce que c'était une maigre expérience qui était certes maigre, mais c'est là où j'ai le plus appris. 1 mois. En gros, un nouveau cabinet il a créé un nouveau cabinet avec des associés, il s'appelait le cabinet des entrepreneurs, CDE, et cabinet des indépendants, pardon, CDI. Et franchement, le système en lui-même était dingue. C'est-à-dire qu'il proposait un appel aux indépendants, aux entrepreneurs, etc., qui coûtait X euros. À la fin de l'appel, s'ils étaient séduits par le conseil, ces euros-là, on les gardait pour la création de la société. Et après, du coup, onboarding, on montre au client comment faire, etc., etc. On lui donne des conseils sur la création de société. Et là, je me suis retrouvé avec un manager, donc Salim, qui m'a tout appris. Et en 1 mois ? En 1 mois. Il m'a plus appris que toutes mes expériences en expertise comptable. Donc, comme quoi, c'est pas forcément même si ça joue forcément, si tu as plus d'expérience, etc., mais ça dépend ce que tu fais. Enfin, tu peux apprendre beaucoup en peu de temps et tu peux, entre guillemets, ne rien apprendre en... C'est très, très simple. C'est comme là. Il me mettait une chaise en face de lui. Il me dit, on va prendre l'appel. Écoute, c'était simple. Et là, que des prises de notes. Je te conseille de créer une holding parce que là, tu vas pouvoir faire ça. Maintenant que tu as de l'argent, d'un excédent de cash, il faut remonter au niveau de la holding si tu veux créer une SCI pour t'acheter ta maison. C'était... là, je me suis dit, ça y est, ça, c'est ce que je veux faire. C'est exactement ce que je veux. Et ce manager-là, il était incroyable. Il connaissait tout sur tout. Seul hic, c'est que, donc, conflit entre associés, le cabinet, cette structure-là doit se vendre. Cette structure doit se vendre. Donc, il cède cette structure-là. Je sais plus où, en plus, dans la tour où il y avait Daffinity. C'est incroyable. Le monde est petit. Ouais, c'est fou. Dans cette tour-là. Et en fait, eux, ils ont décidé de se spécialiser pour les BTC, etc. Moi, ça m'intéressait. Penny Lane qui m'envoie un petit message sur LinkedIn. Et, qui a un logiciel de comptable. Ouais, voilà, Penny Lane, startup, logiciel comptable qui est aujourd'hui vraiment incontournable, qui cartonne et qui est très solide, que je recommande d'ailleurs, sans faire de pub. Et qui commence à constituer une équipe en compta pour tester leur outil. Donc, assez révolutionnaire. Moi qui venais de voir QuickBooks et Dext, donc je vois un outil qui est tout en un, qui s'adresse aux experts comptables comme aux DAF, comme aux clients, et qui est très prometteur. Oui, parce que pour les autres logiciels, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en général, tu as la partie production comptable qui est plus pour le cabinet et une partie qui est plus pour le client. C'est ça. Alors que Penny Lane, entre guillemets, c'est le même outil et pour le client et pour le cabinet et l'expert comptable. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, on est des plus ou moins bêta-testeurs de l'outil. Donc, on a des clients en expertise et on gère leur compta dessus. On gère, on remonte ce qui va pas. On donne des idées. On oriente le produit sur ce qu'on a vu, ce qu'on voudrait voir, ce qu'on a vu sur d'autres outils pratiques, etc. Qu'est-ce qu'on avait bien aimé sur Exactement. les autres outils. Exemple, moi, je sais que sur Loop, l'outil de Cégide, en compta qui était censé être révolutionnaire, qui n'existe plus, ils avaient une petite loupe. Vraiment, on pouvait tout faire avec. J'écrivais A, ils mettaient tout ce qu'il y avait un A dedans. Du coup, ils l'avaient pas Penny Lane, ils l'ont intégré, par exemple, ou une feuille Power BI sur Penny Lane. Et ça, franchement, c'est un outil aujourd'hui qui... Moi, je pense que si demain je suis expert comptable, je l'utiliserai. Franchement. Donc, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, bêta-testeur de l'outil... plusieurs événements qui ont fait que voilà, j'ai un peu décroché chez Penny Lane. Donc avec l'expert comptable, on est tombé d'accord et je lui ai dit écoute, on s'est dit plutôt que ça allait finir et que moi voilà, sur ma dernière année de stage, il faut que je trouve une structure un peu plus carrée pour mon mémoire
Et je suis parti chez comment dire, le cabinet d'expertise comptable français, Inextenso. Cabinet d'expertise comptable français. Qui était avec Deloitte, non? Qui était avec Deloitte et qui se sont rachetés eux-mêmes et qui sont sortis de Deloitte. C'est un gros, enfin c'est pas un big, mais c'est un gros cabinet. En expertise comptable, c'est très très gros parce qu'ils sont dans toute la France et ils gèrent tous les métiers de proximité, métiers de bouche, BTP, ce qu'on veut. Et sur ça, ils sont très bons. C'est à eux le logiciel Ibiza par exemple, full par la même occasion. Et donc là, je suis reparti dans l'expertise comptable, mais brute. Vraiment. Donc je suis sur Ibiza, gère mes dossiers sur Ibiza. Ibiza, on précise, on parle pas de, non. de la destination. Là, on faisait pas du tout la fête. C'est le nom d'un logiciel c'est ça. de comptable. Nom d'un logiciel comptable qui leur appartient. Donc une trentaine de dossiers, très intéressant, en full restauration. Ce qui m'avait inspiré pour mon mémoire. Je pense que c'est un secteur que tu connaissais bien. Je m'amusais bien. Je m'amusais bien et là, on pouvait donner des conseils. On pouvait offrir des conseils. Voilà ce qui se fait aujourd'hui. Pourquoi tu fais pas ça? Les reportings, ils étaient assez sympas parce qu'on avait des ratios food, ratios alcool, ratios soft, plein de choses. On intégrait maintenant la vente à emporter parce que c'est pas tout le monde qui savait la gérer. À l'époque, ils savaient pas c'était quoi leur impact. Alors que maintenant, c'est commun de faire de la livraison à domicile, etc. Exactement. Mais à l'époque, ça l'était pas. L'ouverture d'une dark kitchen. Est-ce que je le fais? Tu peux expliquer ce que c'est une dark kitchen? Bien sûr. Une dark kitchen, tout simplement, c'est un établissement qui fait exclusivement de la vente à emporter en utilisant les plateformes type Uber Eats, Deliveroo. Donc on ne peut pas manger sur place, c'est qu'une cuisine pour la livraison. Exactement. Et, mais même, je trouve que c'est bien. Alors, c'est peu courant en cabinet, mais tu vois, le fait d'être sur un secteur d'activité, justement, ça te permet de te dire tiens, ce ratio-là sur ce client-là, c'est ça. Et donc, entre guillemets, d'avoir une expertise sectorielle. Et donc, forcément, d'apporter plus de valeur ajoutée que si tu as un restaurant, un pharmacien, je sais pas, un hôtel. En fait, ça va pas être le même business model, donc c'est compliqué. Exactement. Du coup, c'est un peu de la machine learning en version humaine. On a inversé la tendance. Et ce que d'ailleurs Pellinet veut faire aussi, c'est pouvoir comparer les chiffres du secteur d'un secteur à un autre. Et c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, moi, je savais, exemple, qu'un ramen était très, très rentable. Et à contrario de la gastro, c'était pas si rentable que ça. Ah ouais? Ouais. C'est contre-intuitif parce que de base, les prix sont plus élevés, mais tu as plus de charges aussi, je suppose. C'est ça. Si tu payes prends plus tes salariés, etc. Des résultats d'exploit, etc. Effectivement, tu as un loyer qui est ultra élevé, ta qualité de produit est très chère, tes salariés, c'est pas n'importe qui, et surtout que maintenant, dans la restauration, pour recruter, c'est très compliqué. Donc les salaires, c'est des salaires d'auditeurs maintenant en restauration. Mais voilà. Donc, je suis chez Nextenso, j'ai mes clients. Franchement, je déroule tout de A à Z chez eux. Tu étais en 3e année de stage? En 3e année, dernière année de stage. Je déroule tout chez eux. Ça se passe très bien. L'expert comptable est content parce qu'il ne l'appelle pas. Il m'appelle que moi. Très investi. J'allais souvent les voir. Donc, c'est l'occasion de aussi pouvoir manger gratuitement. Et non, voilà, ce conseil, cette proximité, j'ai pu la retrouver. C'est ce qui est fou. Parce que c'est un cabinet comme Inextenso, on a souvent des préjugés sur ces cabinets-là, on dit que c'est une usine, etc. C'est vrai comme c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu as tes avantages et tes inconvénients. Ça, c'est sûr qu'effectivement, on va beaucoup travailler, on aura beaucoup de dossiers. Des fois, on va pas mettre de qualité parce que on peut pas mettre de qualité. Mais il y a cet aspect, exemple sur les métiers de bouche, où on peut rencontrer le client, on peut l'appeler, on peut aller le voir. Moi, ça m'est déjà arrivé, un client qui était à côté de chez moi, je dis écoutez, je vais passer prendre vos factures, on va échanger un peu. On a échangé, on a parlé. Il était très content. Il a eu son bilan très rapidement parce que tout était prêt, tout était carré, on recevait les factures et voilà. Donc après ça, là, Inextenso, c'est plus... j'avais fait le tour. J'ai validé mon stage. T'es resté combien de temps? 1 an et demi. J'avais fini mon stage. Aussi des faits de la vie qui ont fait que voilà, quoi, je pouvais plus... je pouvais pas être là tous les jours. Donc... Est-ce que là, tu te dis, c'est ça que je veux faire? Non. Mais à mon compte, tu vois? Non, du tout. Pas du tout. Pour être honnête, l'expert comptable, franchement, c'était un crack. Il était très fort en tout. Il était incroyable. Mais sa vie me donnait pas envie. Je me voyais pas comme ça plus tard. Et c'était quoi qui te donnait pas envie? Arriver à 6h, partir à 21h. Je voyais souvent qui disait à sa femme désolé, ce soir, je peux pas manger avec toi. C'est pas possible. Je me voyais pas comme ça.
Mais t'avais ton mémoire aussi. J'avais mon mémoire. Et être en expertise comptable chez Inextenso, faire un mémoire en même temps, soit il fallait que j'ai les reins solides, ou soit il fallait que je fasse un sacrifice. Et j'aurais préféré faire le sacrifice du travail qu'autre chose. Parce que je me suis dit, c'est un sacrifice de 2-3 mois pour que derrière, je me retrouve au même grade, entre guillemets, que l'expert comptable qui est en face de moi. Donc après ça, je finis Inextenso. Je me consacre un peu sur mon mémoire et en même temps, j'ai une opportunité. C'est-à-dire qu'il y a un voisin à moi qui a une PME dans la rénovation et qui me dit qu'il a des soucis sur son administratif, sur son contrôle de gestion, sur son juridique. Je lui dis, ça c'est le rôle d'un DAF. Il me dit, ça te dirait toi d'être mon DAF. Je lui dis, moi en tant que DAF à temps plein, non, mais si tu veux, je peux être DAF externe. Je l'ai pas. Je me dis. Pourquoi tu voulais pas être à temps plein, mais c'était pour garder du temps pour ton mémoire. Exactement. C'est exactement ça. C'est que en gros, si je suis à temps plein, ça revient à la même chose. J'aurais dû rester. J'ai une extenso derrière. C'est ça. Donc 2-3 mois plus tard, j'ai cette offre-là en DAF externe. Ce client-là, donc c'est une PME dans la rénovation. Fait de la rénovation du tout corps d'état, donc c'est-à-dire tout, vraiment tout, de la plomberie, des sols, l'électricité, de la peinture, mais dans les marchés publics. Donc une spécificité, c'est pas une boîte dans le BTP, c'est vraiment une boîte qui est dans les marchés publics. C'est très intéressant parce que c'est une première pour moi. Et là, révélation. Ça se passe très bien avec lui. Maintenant, moi, je suis toujours là-bas. C'est wow. C'est fou parce que je pense que j'ai trouvé entre guillemets, l'endroit où je voulais être ou ce que je voulais faire. Donc j'ai appris que, par contre, en tant que DAF, ça ne s'arrêtait pas à notre métier d'expertise comptable, il y avait plein de choses à apprendre à côté. En parallèle, je me forme sur le no-code. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le no-code, c'est tout simplement du développement sans code. Oui, ça existe, parce qu'il y a certaines personnes qui n'y croient pas. Enfin, ou qui ne savent même pas. Qui ne posent pas la question, ou tu penses que, par exemple, pour faire un site internet, il faut forcément faire des lignes de code, etc. Du tout. Là, aujourd'hui, un site internet, une application assez basique, même un peu poussée quand même, qui est possible de faire en no-code. Mais moi, je ne fais pas ça spécialement. Moi, je fais du process. Donc, j'automatise le process. Tout simplement, un mail qui rentre, déclenchement de plusieurs événements. Un message push à quelqu'un, une facture qui génère, plein de trucs. Je me suis formé en no-code avec la team Contournement sur des outils bien précis. Des bases de données relationnelles, des outils d'automatisation et même des pages blanches comme Notion où dessus on peut tout faire. Franchement, c'est incroyable. Et là, franchement, je kiffe ce que je fais, quoi. C'est un étendu, mais des possibles qui est incroyable. C'est comme si c'était dans un parc d'attractions un peu. Mais vraiment, je veux faire ce jeu-là. Une fois, c'est génial, on peut faire tout ça avec. Et c'est exactement ça. Et le croisement entre ce DAF, cette expertise et ce digital, moi, je pense demain, c'est ce que je veux faire. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors qu'est-ce que fait un DAF ? C'est quoi la différence entre DAF classique et DAF externe ? Et tu vas faire le parallèle avec l'expert comptable parce que tu dis au final, moi je vais faire du DAF externe et pas forcément être expert comptable, alors que finalement c'est pas si éloigné que ça non plus. Donc pour toi, quelle différence tu fais entre les métiers ? Donc, directeur administratif et financier, déjà pour faire simple avec l'externe et le normal, l'externe, c'est quelqu'un qui a sa propre boîte, qui intervient quelques jours par mois, par semaine. A contrario, le DAF, c'est un employé qui est là tous les jours. Moi, ce que je fais, j'ai plutôt les clés en main, entre guillemets, sans être dirigeant de fait, attention, et j'interviens sur plusieurs pôles. Donc l'administratif dans un premier temps, avec la compta fournisseur, la compta client et les process en interne. Compta fournisseur, donc tout simplement comment gérer la gestion des factures, parce qu'en bâtiment on a beaucoup de factures, comment tout centraliser, avec l'automatisation notamment, transmettre à l'expert comptable. La compta client, faire des relances automatiques. Attention, on ne va pas perdre du temps à aller sélectionner des choses et envoyer des mails un à un. Sur l'administratif en lui-même, c'est comment nous en interne on gère tel ou tel process. Ça c'est le pôle comptable. J'ai le pôle RH où je le chapeaute avec le dirigeant sur le recrutement, sur les actions de formation en interne, sur les évolutions en interne. Le pôle marketing, site internet, charte graphique, comment on veut que l'image de la société soit demain.
quelle stratégie, voilà, le pôle stratégique aussi, qu'est-ce qu'on adopte, comment on l'adopte, est-ce qu'on peut se permettre d'eux ou pas. Et enfin, le pôle contrôle de gestion, où là, on fait du reporting pur. Sur chaque chantier, est-ce que je suis rentable? Pourquoi aujourd'hui, je suis dans le rouge d'un point de vue trésor? C'est quoi mes actions? Comment je peux gérer mon BFR? Est-ce que je mets en place de la facturage le plus que possible? Comment je peux faire rentrer de l'argent très très vite? Voilà, c'est vraiment tout ça. Après, spécificité sur le métier où j'interviens sur comment décrocher des marchés publics. Donc j'ai appris comment décrocher des marchés publics. Ce qui est dingue, mémoire technique, DC2, DC4, DC1. C'est plein de termes un peu techniques. Mais voilà, aujourd'hui, une entreprise dans le bâtiment peut avoir des marchés publics et je sais totalement comment faire la chose de A à Z, quoi. Je crois, alors je sais pas à quelle période c'était. Peut-être que c'était quand tu étais chez Inextenso et chez Penny Lane ou tu étais à l'annexe Île-de-France aussi. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et qu'est-ce que tu faisais? J'étais à l'annexe Île-de-France quand j'étais chez Inextenso, enfin chez Penny Lane. C'est-à-dire chez Penny Lane, j'ai connu un collaborateur qui s'appelait Julien Younes, qui était ancien président de l'annexe. Merci Julien. Et donc il m'a fait rentrer dans le pôle UE7 du DSCG. L'annexe, c'est l'Association nationale des experts comptables stagiaires. Donc, c'est une association qui aide plus ou moins et qui accompagne les experts comptables stagiaires et quelques personnes qui doivent repasser leur matière de DSCG. Passer le 1, 4, 7, souvent des écoles de commerce, ils ont ça à repasser. Donc, on est là, on les accompagne. Avec Jordan Catalano, on a chapeauté l'UE7. Et donc, on a révolutionné l'UE7. On a créé un bootcamp où on faisait des sessions, vraiment un suivi mais semi-personnalisé des étudiants où étape par étape de l'idée du mémoire jusqu'à la pré-rédaction. Bon, on n'était pas sur la rédaction, il fallait voir une autre personne, mais on accompagnait l'étudiant. On faisait intervenir des personnes comme Julie Lagneau, Léopold Wenger, Céline Mansancal, Kadam El Graoui, donc des personnes de qualité qui venaient, qui accompagnaient avec nous. Nous, on a eu quand même un petit monde, on a une vingtaine de personnes qui avaient suivi tout le bootcamp de A à Z. Et c'était formidable, surtout lorsqu'on recevait des mails de merci à vous, j'ai eu 14, merci à vous, j'ai eu 15. Et là, on se dit, ah oui, waouh. Donc, franchement, on était très investis avec Jordan. On a fait des événements. On faisait des événements, mais le plus de fois possible. On essayait de couvrir le maximum de choses. Et franchement, c'était une très belle expérience, quoi. Et est-ce que tu le fais toujours aujourd'hui ou peut-être que tu n'as plus trop le temps du coup? Ouais, déjà, j'ai fait le tour avec eux, avec l'annexe. J'ai fait le tour avec l'annexe. J'avais fait une deuxième année, mais effectivement, ça a été très compliqué de concilier mémoire, travail, vie de famille, etc. C'est très dur. Et alors justement, le mémoire, alors comment tu... En fait, j'ai passé une première session où je me suis rétamé, là, novembre dernier, qui était sur la digitalisation de la restauration. Là, je vais retenter une nouvelle notice où je vais tenter de proposer une mission no-code pour l'expert comptable. Et du coup, ton sujet, donc, c'était sur la digitalisation dans la restauration. Et comment tu t'étais organisé pour le passer? Est-ce que tu t'étais vraiment bien préparé ou pas? Est-ce que tu t'attendais à ne pas valider Pour être honnête, pour moi, c'était la première fois que je ratais une matière de ma vie. Donc je l'ai mal pris un peu. Je suis clairement pas l'exemple à suivre. Donc j'ai pris, pour être honnête, cette épreuve à la légère. Parce qu'une fois que j'avais eu mon 4.1, donc le 4.1 c'est une fois qu'on a validé notre notice, je me suis dit ça y est, en fait moi j'ai 10. Et donc ça y est, je fais plus rien. J'ai commencé à rédiger très tardivement. Alors qu'au final c'est un peu là que ça commence. C'est ça, c'est là où le 4.1 c'est juste en fait le début. C'est 20% du travail. On dit c'est 70%, c'est faux. Pour moi c'est l'inverse. 80-20, là, c'est le 20%, c'est juste ça. Le 80 c'est la rédaction. Donc ouais, j'aurais dû le prendre un peu plus sérieusement. Je me suis fait accompagner. Là, voilà, quoi, je le regrette un peu parce que je me dis ça aurait pu être que 4 mois de sacrifice qui se transforment finalement en 1 an et demi. Franchement, j'ai raté pas mal de choses. Voilà, il y avait plein de trucs. Hein. Ma femme était enceinte. J'ai pas pu être là beaucoup avec elle parce que j'étais sur mon mémoire et je le regrette fortement. Pour qu'au final, je ne l'ai pas. Donc derrière, on se dit ah ouais, punaise. En fait, j'aurais dû se décaler d'1 an l'oral et je l'aurais fait tranquillement. Et non, putain. Bref.
Donc, bien sûr, l'échec n'existe pas. Soit je perds, soit j'apprends. J'apprends, exactement. Soit je gagne, c'est tout. Là, j'ai clairement appris. Donc, je m'y prends bien plus tôt. J'essaie d'aller en profondeur, j'essaie d'avoir des avis, j'essaie de faire relire ma notice, mon sujet. J'interviewe les gens pertinents, les gens qui sont utiles, les gens qui vont me dire oui, ça c'est bien, oui, ça c'est pas bien. Et là, je vais essayer d'attraper des experts comptables et leur poser la question, des experts comptables assez atypiques et des experts comptables assez classiques, parce que j'aimerais bien avoir ces deux visions-là, pour qu'ils me disent bah non, écoute, ton sujet c'est de la daube, ou bien ton sujet il est très bien, mais t'as ça à améliorer. Voilà, mes écrits sont validés, c'est une bonne chose. Il me reste que ça, il me reste que ce mémoire à passer. Et après, on espère, on se lancera définitivement dans un cabinet bien formel. Et comment ça se passe quand on n'a pas l'épreuve du mémoire? C'est quoi les choix qui s'offrent à nous après si on veut repasser? Donc, en fonction de ce qui est ton préconisé sur ta note de mémoire, ils te disent de soit modifier un peu, voilà ce qu'il faut modifier, soit représenter une notice, ou soit changer de sujet totalement. Donc voilà. Tu peux changer de jury aussi, je crois. Le jury, tu demandes de changer s'il t'ont pas plu, effectivement. A priori, c'est mon cas. Toi qui leur a pas plu. Mais c'est pas grave. Bon, c'est des choses qui arrivent. Bon, après, voilà, aujourd'hui, c'est cette capacité à se dire, c'est assez philosophique, dans le fond, c'est se dire, on a échoué, mais c'est pas grave. C'est pas une fatalité. C'est vrai que moi, personnellement, j'avais l'habitude de tout réussir. Là, je l'ai pas réussi. C'est parce que peut-être fallait que je mette un coup de frein. Fallait que je change de sujet. La preuve, je me suis formé au no-code. La preuve, je veux faire ce sujet-là. Et ça, aujourd'hui, c'est moi, je me dis, voilà, il faudra que je me donne à fond. Là, j'ai validé mes écrits, il me reste plus qu'à passer ça, et puis c'est réglé, quoi. Et comment tu t'organises justement pour te former au no-code? C'est quoi je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient se former aussi au no-code. Comment tu procèdes, toi? Donc moi, le no-code, je me suis instauré une rigueur. C'est-à-dire que je me lève à 7h du matin, 1 heure avant d'aller au travail, parce que mon travail n'est pas très loin de chez moi, je suis en scooter. Je fais ma formation no-code qui est en e-learning. Donc ils ont un parcours qui est très très bien fait. La team, l'organisme, c'est The Contournement. Bon, je te l'écrirai sur LinkedIn. Ils proposent un panel d'outils no-code. Airtable, qui est une base de données relationnelle, comme Access, mais qui est bien plus ouverte. C'est-à-dire qu'il y a des API, tu peux aller récolter de la donnée. Donc une API, c'est une sorte de connecteur entre différents outils, une sorte de rallonge, où on va récupérer différentes données qu'on va rentrer dans notre base de données relationnelle. On a Zapier et Make. Zapier et Make qui sont des outils d'automatisation. Des outils d'automatisation qui, pour faire simple, lorsque un tweet avec une mention de Serine Samy arrive, je veux que ça rentre dans un Google Sheet pour que je puisse tous les lire d'un coup. Et après, il y a Notion qui est un wiki d'entreprise où dedans on peut tout faire. Mais quand je dis on peut tout faire, c'est une page blanche et après on peut faire ce qu'on veut. Ils ont même rajouté récemment des analytics. Pour moi, c'est les outils de demain, même en cabinet d'expertise comptable. On a de l'administratif aussi. En expertise comptable, on doit gérer nos factures, on doit gérer notre rentabilité, notre CRM. Là, aujourd'hui, les process. Sans me vanter, on a reproduit un CRM sur Airtable. Donc, c'est-à-dire qu'un client qui rentre avec son numéro de téléphone, avec un mail qui se déclenche, comme un HubSpot. C'est exactement ça. Et donc, ces outils no-code, aujourd'hui, voilà, tous les matins, 7h, je me mets une petite rigueur d'1 heure. Et je pense que j'ai trouvé un glitch parce que ce 7h, 8h, il est incroyable. J'ai le temps de prendre un petit déjeuner, j'arrive au travail, je me suis formé 1 heure le matin, c'est là où je suis très attentif. Il y en a d'autres, c'est à d'autres moments de la journée, mais moi, à ce moment-là, c'est là où j'arrive à progresser. Et justement, tu dis, que par rapport au métier d'expert comptable, que tu penses que c'est un peu le futur, ces outils-là. Comment tu vois, toi, le métier Il y a plusieurs choses. Un avant et un après facture électronique. C'est ça, déjà, il y a la facture électronique qui va arriver. Donc, on l'a vu en Italie, marasme. Après, ça va offrir des nouvelles missions aussi pour l'expertise comptable. Ça s'est passé comment en Italie? J'ai pas bien et pas bien. C'est-à-dire que tout se retrouve entre les mains d'experts comptables, donc c'est une bonne chose pour nous. Mais il y a une grosse réticence. Demain, dire au restaurateur qu'une fois que j'ai appuyé sur mon logiciel de caisse, ça va à la DGFiP, ça fait peur. Parce qu'en fait, ça passe. Enfin, c'est ça. Maintenant, le but à terme, c'est que ça passe plus par l'expert comptable, entre guillemets. Entre guillemets, voilà, c'est ça. C'est que la TVA, entre guillemets, est déjà calculée. Ils ont récupéré énormément d'argent en TVA, d'ailleurs, l'État. Ça se compte en milliards.
Et c'est ça, c'est que demain, j'utilise l'addition ou je ne sais quoi, j'appuie sur OK et ça part à la DGFiP. Donc là, ils vont me proposer à l'expert comptable de valider lui-même cette facture électronique. Donc déjà, c'est une nouvelle mission. Demain, ça sera une nouvelle chose. Mais surtout que voilà, les factures qui rentrent et qui sortent, on a déjà tout. Il n'y a plus cette boîte à chaussures que j'envoie, il n'y a plus ce truc. Tout est là, tout est modifié. Au congrès de l'Ordre des experts comptables, pas celui de cette année, celui de l'année dernière, un membre de la DGFiP était venu et avait dit que la facture électronique, c'était la prémisse de ce qui allait arriver chez eux, parce qu'ils vont demander le fake électronique. Donc, calcul du résultat fiscal. Donc là, c'est à l'expert comptable de venir se réinventer, de proposer de nouvelles choses. Moi, je suis jeune. J'apprends rien, ils ont déjà des choses en tête. Après, il y a une compta, ça restera toujours une compta. Les gens ont besoin toujours d'une comptabilité, ça c'est clair et net, mais elle sera bien plus simple. Les factures à rente, elles sortent, ça sera largement bien plus simple. La paye maintenant avec Silae, elle s'intègre automatiquement. Tout va aller très vite. Il y aura des semi-manos et même le stock. Je pense que maintenant, bientôt, ils vont me proposer de mettre le stock sur les outils pour le renseigner en flux tendu limite. Et demain, voilà, faudra savoir se réinventer. Aujourd'hui, beaucoup ont pris différentes directions. On peut noter Anthony Guez qui a Naotech, qui a Mindset Finance, ou même d'autres comme Grégory Prouveau qui sortent des plateformes de recrutement ou de formation. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, voilà, le virage, c'est maintenant. On vaut mieux commencer à réfléchir dès maintenant à ce qu'on pourra proposer demain. Mais voilà, l'avenir, il y a de l'avenir, ça c'est clair. On parle beaucoup de théorie de ruissellement, etc. etc. Il va y avoir de la valeur ajoutée, de la création de valeur. On va pouvoir dégager du temps sur des missions de prévis, de trésor, etc., etc. Il y aura plein de choses à faire. Pour moi, je ne m'inquiète pas pour l'expertise comptable. Ce serait peut-être plus pour des profils plus entrepreneurs. Enfin, il faut aussi savoir, développer des nouvelles offres, savoir les vendre, les marketer, ce sur quoi on n'est pas forcément bon à l'heure actuelle. Effectivement, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est lorsque j'interroge quelqu'un et je lui dis « Alors, ton expert comptable ?» Il dit « Ouais, il m'a demandé mes factures. » Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, lui, voilà comment il le perçoit. Et c'est pas un, c'est pas deux, c'est vraiment 10 persos. Après, c'est 10 personnes. Après, c'est des gens dans la restauration. Donc, peut-être ça peut se comprendre un peu. Mais souvent, quand je me retrouve à me dire « Ouais, je cherche un autre expert comptable », moi, ça m'énerve un peu. Je me dis, c'est soit il s'arrête, il se cantonne à sa compta. Il y en a, ça arrive, hein, ça leur va très bien. Ou soit il a de la peine un peu à se réinventer, à proposer une mission en conseil. Ils font souvent des reportings. Bon, après, il faut les voir comment ils sont, mais sans critiquer, bien sûr, hein, parce que c'est des experts comptables, ils sont diplômés aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais il faut trouver quelque chose, il faut ce profil entrepreneur, il faut cette com. Moi, j'arrive à communiquer un peu, mais est-ce que je suis bon négociateur, c'est autre chose. Il faut trouver quelque chose. Moi, demain, l'avenir, l'expertise comptable, pour moi, c'est le split skills. Le split skills, c'est avoir 2 domaines de compétences. Donc, l'expertise comptable et une deuxième chose. Aujourd'hui, il y en a, ils font du RSE. Il y en a, ils font du market. Il y en a, ils font de l'automatisation. Il y en a de la digitalisation, du DAF externe. De la crypto, exactement. Du coaching. Demain, pour moi, c'est ça qui va... c'est ce que l'expert comptable ils doivent réfléchir à ça. Parce que finalement, la valeur ajoutée, c'est pas dans la compta, on va dire, c'est plus dans les à côté, quoi, que ce soit le conseil. Après, il ne faut pas trop négliger la compta non plus, parce que la compta, c'est la data de base. C'est-à-dire, c'est notre base de données, à tout, hein, à l'État, au fisc. La compta, c'est la base de données. Aujourd'hui, je pense que s'ils mettent en place la facture électronique, etc., parce qu'il y a cette volonté d'avoir de la qualité dans les bases de données. Mais oui, demain, est-ce que tu pourras le vendre comme avant ? Moi, je sais que mon père, il payait jusqu'à 2 000 € avant en restauration, sa compta plus sa paye. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, tu peux pas monter jusqu'à ta 5 salariés. On fait le calcul très rapidement. On peut pas monter à 2 000 €. Les prix, il y a une guerre des prix. On a vu aussi, il y a des comme Indie la pub, je sais pas, j'ai pas creusé plus que ça, mais un bilan à 0 €, moi j'aimerais bien voir ça. En fait, c'est ça, c'est parce qu'ils vendent que de la compta, entre guillemets, et en fait, c'est par rapport à ce que les clients taguent, etc., tu vois, par rapport à leur relevé bancaire et tout, mais t'as pas... déjà, il n'y a personne qui vérifie s'ils sont bien tagués ou pas, si c'est bien affecté, si l'optimisation... En fait, c'est juste c'est juste la partie purement comptable.
Et du coup, c'est peut-être aux experts comptables aussi, tu vois, quand ils vendent leur lettre de mission, d'avoir une partie genre compta, entre guillemets, où strictement, en fait, tu t'alignes un peu sur les prix du logiciel type Indie, bon, peut-être pas à 0 du coup, mais entre guillemets sur le low cost, sauf que en fait, quand tu sais que tu es en cabinet, tu sais que tu as d'autres choses derrière, tu as des vérifications, tu as l'optimisation, etc., que ne proposent pas ces logiciels, parce qu'aujourd'hui, tu as les clients qui comparent du coup des logiciels low cost avec un cabinet d'expertise comptable, alors que en fait c'est pas pas comparable. Ils peuvent faire la comparaison. Dans 2 ans, ils reviennent, ils disent ouais, reprenez ma compta, ça on la connaît. Après, il y a une chose qu'on néglige aussi, c'est la typologie de clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clients, ils ont besoin de tout de A à Z. C'est-à-dire que moi, je touche plus à rien. C'est toi qui viens, tu fais tout. Mais je me dis, demain, si on met une appli en place, comme Indie par exemple, effectivement, les générations changent. Maintenant, ils naissent avec un téléphone dans les mains. Demain, la compta, tu vas lui dire tu dois prendre en photo avec ton téléphone tes factures, tu dois éditer tes factures sur ton tel, il saura le faire. À un horizon de 10 ans, je pense qu'ils sauront tous le faire. Donc, il y a ça aussi qu'il ne faut pas négliger. Il faut se dire que les clients, ils vont être plus demandeurs de conseils que de la compta pure et simple. Toi, justement, tu te vois plus comme un entrepreneur, ou parce que tu vois, je me dis, tu as eu pas mal la bougeotte, tu as fait plein d'expériences. Est-ce que c'était peut-être ce côté-là ou... Après, je pense que c'est un peu dans l'âme. C'est le fait d'avoir grandi dans la restauration, parce que mon père est un entrepreneur, et respect à lui, parce qu'aujourd'hui, voilà, il s'est bâti un gros patrimoine en partant de zéro, et en n'étant pas spécialement équipé d'un point de vue diplôme. Et je pense que je l'ai toujours pris pour exemple. Et aujourd'hui, voilà, j'ai cette logique-là. Moi, quand il y a une idée qui vient en tête, la première chose que je veux faire, c'est la poser et la faire. Quand j'ai appris chez Daffinity, chez Penny Lane, j'ai développé un cabinet, un cabinet c'est un grand mot, mais une petite entreprise qui digitalisait les restaurants. En gros, au bout d'1 an et demi, j'arrivais à me faire 3 000 euros de MRR. Mensuel, récurrent revenu. Tu peux expliquer ce que c'est 3 000 euros par mois qui rentraient en facturation, alors que je faisais rien. J'intervenais 1 heure par mois. Mais comment ça se fait que tu arrivais à facturer J'avais une alternante, donc du coup l'alternante prise en charge par l'ASP, par SILAE. Donc je l'ai formée pendant 3-4 mois, et au final elle savait tout gérer. Donc c'était de l'office management et de la gestion un peu digitale, donc des caisses, etc. Et donc moi, voilà, en tout et pour tout sur le business, j'ai dû travailler 3 mois. Après 1 heure par mois, je la consacrais à venir voir si tout allait bien, à négocier mes honoraires, parce que c'est l'effet Amazon un peu. Une fois qu'ils nous ont, ça y est, ils veulent nous garder. Donc 3 000 euros d'MRR qui est rentré tranquillement. Seul hic, donc après j'avais plus trop le temps de gérer. Une de mes associées s'est mariée, un autre il est parti en Suisse. On devait liquider. Mais le truc, c'est que voilà, le client, c'est un groupe de resto, le client, il m'a dit non, mais moi, je peux pas. Ça y est, moi, je suis dépendant de vous, on fait comment? L'alternante, on lui a dit écoute, tu démissionnes de chez nous et tu vas chez eux. Et aujourd'hui, l'alternante, je crois qu'elle est en licence L3 au M1 et elle touche plus de 2 000 euros par mois. C'est une belle histoire. Ouais, vraiment, c'est exactement ça. Donc, j'ai tenté de poser ce business-là sur mémoire, il n'a pas fonctionné pour les experts comptables. Mais voilà, c'est une chose qui a prouvé son succès et qui a réellement marché. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ce que tu fais? Bien sûr. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir intervenir sur l'activité et conseiller. C'est, alléger l'esprit du dirigeant pour que lui, il se consacre sur sa stratégie, ou d'ailleurs, il me fait part de sa stratégie pour qu'on puisse échanger dessus. J'aime beaucoup la TPE-PME. Enfin, PME, pas grosse PME non plus, parce que c'est très compliqué comme business quand même, on va pas se mentir. Et moi, je suis encore jeune, j'ai pas l'expérience pour gérer tout ça. Mais ma TPE, où je viens, j'interviens, je les aide à se développer, je leur explique ce qui est possible de faire d'un point de vue RH marketing, d'un point de vue process, automatiser les process, leur sortir, leur dire, en un temps record, on a pu gérer ça et ça. Moi, c'est ce que j'aime. Ça peut être le bras droit du dirigeant, le couteau suisse. C'est exactement ça. Il y a un problème, je suis là pour le régler. C'est comment on peut gérer ça dans la limite de mon domaine de compétences, bien sûr. Moi, aujourd'hui, je suis pas à l'abri. Je suis pas à l'abri dans le bâtiment. Des fois, on me dit sur ce chantier-là, on a un souci sur un concessionnaire. Je dis, mais écoute-moi, je sais pas de quoi tu me parles. Si c'est un coup de fil, on demande à l'assistante de faire un coup de fil. Mais moi, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je fais mal les choses, et ce dépassement de fonction, je peux l'avoir, mais j'ai des limites.
Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Travailler sur ton mémoire peut-être ou... Ce que j'aime le moins, c'est par contre, il y a des choses où se retrouver dans la TPE, c'est se retrouver des fois avec une réticence du dirigeant. Parce que style de management paternaliste, tout est à lui, c'est lui qui est au-dessus. Il n'y a pas au-dessus de lui, c'est lui qui met son nez sur tout. Il peut aller checker une facture, ça a bien été payé, etc. etc. Et quand on vient et on propose un process qui vient bouleverser un peu son style de management, réticence. Et ce qui fait que nous, derrière, voilà, on dit on ne sert pas à grand-chose. Si je te propose quelque chose et que tu ne l'acceptes pas ou tu n'en veux pas juste parce que tu as peur que quelqu'un ne comprenne pas, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, quoi. C'est cette réticence-là, ce frein à l'innovation, c'est ce que je déteste le plus. Et comment tu t'organises, du coup, en ce moment entre l'écriture du mémoire, ta partie DAF externe Donc le matin, je suis en formation. Avec toi-même. C'est ça, avec moi-même. Après, donc, je vais au travail tranquillement. Et donc, c'est soit en fin d'après-midi, où je me remets sur ma notice là actuellement. Là, j'ai fini ma notice, du coup, je l'ai fait relire, mais je vais la modifier fondamentalement. En fait, il y a aussi un truc, un gros sujet, c'est que j'ai une petite fille, j'ai un petit bébé, et il faut que je m'en occupe aussi. Ça change un peu la vie. Ça change beaucoup la vie. Ça change beaucoup la vie. Et moi, des fois, c'est la solution à mes problèmes. Hein. Juste à la regarder, ça y est, c'est fini, on a tout oublié. Mais voilà, oui, effectivement, en fait, c'est trouver le juste équilibre entre cette formation, ce travail, le sport et la famille. Et c'est dur. Des fois, il y a des sacrifices, clairement. Moi, il y a plein de rendez-vous pro, plein de choses que j'ai dû rater. Et je dis que c'est pas grave, parce que je devais être avec ma femme, avec ma fille. C'est très important. On peut pas l'abandonner. Et voilà, à contrario, des fois aussi, j'ai peut-être raté un petit dîner de famille parce que je devais me retrouver à ce moment-là, là-bas, pour un rendez-vous, pour un truc. Et voilà, quoi. C'est trouver un équilibre, et c'est franchement pas si simple que ça. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de devenir papa? Je pense qu'il y a c'est la fin des futilités. Et aussi un stress qui disparaît. Un stress professionnel. C'est-à-dire que des fois, je me dis, punaise, on n'a pas payé lui. Je m'en fous, je suis père. C'est ça, en fait. T'es en train de stresser pour un truc alors que t'es papa, t'as vu ta fille naître, etc. Tu t'en fiches de ça, c'est des futilités. Il y a pas de... C'est le gros changement majeur que j'ai. Et des fois, je suis pressé de rentrer aussi pour l'avoir. Vraiment beaucoup. Je rentre à midi des fois juste pour l'avoir, pour rester un peu avec elle. Et voilà. Ça fait un peu le tri parmi toutes les embrouilles ou les trucs, je pense, où avant tu prenais à cœur, tu restais 1 semaine, 2 semaines là-dessus, et après tu te dis, ouais, on s'en fout, en fait, c'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, j'étais un as ou un roi du débat. C'est-à-dire, pour un oui ou pour un non, je pouvais rester 35 minutes à débattre. Aujourd'hui, ça prend pas plus de 15 secondes. Ok, t'as raison si tu veux. Je vais pas perdre de temps dans ça, enfin, je comprends pas. L'ego que j'avais avant, cet aspect où je suis amoureux du dernier mot, ça y est. Enfin, je trouve déjà que ça sert à rien, je perds du temps, et surtout qu'aujourd'hui, si quelqu'un croit qu'il a raison, c'est que peut-être il a raison dans un certain sens, mais pas dans le mien, quoi. C'est tout. On n'a pas le même avis, et c'est pas grave. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse de la nature humaine. On a une pluralité d'avis, une divergence sur des idées, et même en tant que manager demain, puisque si j'ai un cabinet ou quoi que ce soit, il faut que je comprenne que certains ne sont pas du même avis et ils ont leur argument pour. Après, si quelqu'un n'est pas du même avis parce que il veut pas, ça c'est autre chose. Mais s'il vient avec des arguments en disant écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tu te fermes pas la porte à avoir un cabinet, ou est-ce que quand tu dis cabinet, c'est cabinet d'expertise comptable ou même peut-être un cabinet entre guillemets de DAF externalisé ou... Moi, comment je vois les choses, j'aimerais bien formaliser les deux en même temps. C'est-à-dire le cabinet d'expertise comptable et de DAF externe. Déjà, pour un premier temps, continuer sur cette expertise comptable, aussi avoir des prospects potentiels pour le DAF. Attention. Même si expertise, c'est pas que un produit d'appel, attention. Hein, l'inverse peut être aussi en tant que DAF et après c'est ça. Comptable. Je me dis que des fois, tu sais, si ça se passe bien avec le client en DAF externe, il peut te dire j'aimerais bien en fait que tu sois mon cabinet, entre guillemets. Donc ça peut être frustrant de dire non, je le fais pas. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un partenaire, où j'ai fait ma première année d'alternance. Dès que j'ai un client, je l'envoie chez lui. Il est très content. Dès que quelqu'un veut de l'expertise comptable, j'envoie chez lui. Et en plus, c'est un très bon expert comptable.
Faciliorem, il s'appelle le cabinet, et je leur envoie, voilà, dès que j'ai un client, je sais qu'ils vont bien le gérer, je sais qu'ils vont bien l'onboarder, je sais sa compta sera bien faite, etc. Donc, ouais, c'est un peu frustrant. Après, c'est une histoire financière, c'est se dire que, ouais, effectivement, voilà, j'ai lâché 10 clients, ça aurait pu être, je sais pas, X euros par mois, que je ne gagne pas moi, mais je me dis, ça va arriver. Ça va arriver, j'ai pas envie que cet argent-là aussi soit obsessionnel, parce que plus on se met l'argent en tête comme ça, et pour moi, moins on fait bien son travail. Là, si on aime ce qu'on fait, on apporte de la qualité. Personnellement, je sais que financièrement, ça arrivera. Oui, c'est une conséquence indirecte. Exactement. Faut pas chercher l'argent d'abord, faut chercher satisfaire ton client, etc. Et ça viendra après. Et voilà, en tant qu'expert comptable, on a une image. En tant qu'expert comptable, voilà, on a nos limites. Il faut qu'on prouve qu'on arrive à donner de la qualité à nos dossiers, dans nos conseils, pour que demain, voilà, l'expert comptable, il soit vraiment recentré au cœur de l'entreprise, qu'on dise que demain, tu crées l'entreprise, il te faut un expert comptable et un avocat. Et un banquier pour certains. Voilà. Et quels sont tes futurs projets? Alors, je suppose qu'il faut que tu passes ton deck en novembre. C'est ça. Donc, je vais essayer... Enfin, j'espère. Hein, tu vas l'avoir. Ouais, j'espère. Si tu pars défaitiste. Non, je pars pas défaitiste. Tu vas l'avoir. Ouais. Je vais avoir mon deck au mois de novembre. Enfin, du coup, en janvier, il y aura les résultats. J'aimerais bien formaliser un peu ce cabinet de DAF externe. Enfin, j'attends d'avoir l'expertise. Comme ça, je couple les deux. J'ai un projet d'application que j'en parlerai au mois de septembre. et pour l'instant, c'est tout. Après, moi, j'ai plein d'idées qui viennent, mais que j'abandonne volontairement. Parce que je me dis, je vais pas avoir le temps. Ça, c'est frustrant. Non, mais franchement, ça peut être un truc tout bête. Hein. J'ai le Airbnb de la restauration. c'est que des voilà, je sais qu'il faut offrir ça là, mais limite, c'est même une laverie. C'est des trucs tout bêtes. Même là, quand on était dans le coworking, parce qu'on est au sous-sol. Voilà, je me suis dit, mais les restos, ils ont tout à gagner à faire un cowork en bas. Tu optimises l'espace, c'est des coûts fixes, donc autant. Là, voilà, je fais une salle, je la ferme et je la loue. Et je la loue. Et quelqu'un, il vient, il boit, il descend. Et il est content, quoi. Après, c'est comme... Je sais pas si c'est cet esprit entrepreneurial ou c'est cette imagination ou c'est l'opportuniste qui est en moi. Je sais pas du tout, mais ça m'arrive souvent. Et ça m'arrive même tout le temps. Je pense que, tu sais, quand t'as débloqué un truc... en fait, tu peux, tu vois, si tu sais que ça peut être des idées de business, plus t'en as, plus, tu peux voir les opportunités, tu vois, dans une conversation ou dans. Je pense que quelqu'un, c'est pas tout le monde qui, quand il descend, tu vois, par exemple, là, vient dans le coworking, se dit tiens, mais en fait, il y a des boîtes qui ont un sous-sol qui en font rien. On pourrait le faire, tu vois, mal, d'avoir, tu vois, ce réflexe-là, de se dire mais ça pourrait faire une idée de business. Là, ça, moi, quand j'arrive, j'ai ce réflexe, je l'ai. Quand j'en parle à des gens, ils me disent non. Et moi, le problème, c'est que je m'y tiens des fois aux avis des gens. C'est limite quand je vais voir un resto, avis Google, alors qu'en vrai, quand je vais au resto, c'est très bon, mais il y a quelqu'un qui n'a pas aimé à ce moment-là. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait juste avant. Les avis sont différents. Moi, j'ai l'idée la plus concrète que j'avais, c'est que pendant le Covid, je me suis dit c'est très intéressant d'ouvrir des dark kitchens à louer. Tu crées l'espace et tu le loues. Tu te prends un loyer. Quand j'en parlais aux restaurateurs, ils me disaient non, mais c'est pas possible, histoire d'hygiène, histoire de ci, histoire de ça. Je dis ok, laisse tomber. Et j'arrive chez Nextenso et j'ai un client en moi qui fait ça. Et il a fait une levée de fonds. Il lève genre 1 million. Il lève 1 million, kitchen box. Et il fait des dark kitchen à louer. Et il cartonne aujourd'hui. Et du coup, c'est frustrant pour toi? Ou tu te dis genre c'est top et du ultra coup, frustrant. C'est ultra frustrant parce que je me dis mais punaise, j'aurais pu le faire aussi. Et il y a plein d'idées comme ça où, je sais pas, avec des potes à moi, je leur dis ça, il faut le faire. Ils me disent non, mais c'est pas possible. 2 mois après, enfin 1 an après, on voit quoi? Il y a une start-up qui fait ça. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Est-ce que si c'était à refaire, il y a des choses que tu ferais différemment? Franchement, non. Parce que si j'avais des choses à refaire, je serais pas le Samy d'aujourd'hui. Je me rappelle que j'avais un ami à moi avec qui j'étais chez EY qui m'avait dit... il y a un moment où il y avait une succession, je bougeais beaucoup, c'est-à-dire que j'avais fait Daffinity, Grégory Provo, Penny Lane et après Inexenso. Il m'a dit, je pense que tu es sur un chemin. Tu sais pas où tu vas atterrir, mais tu dois passer par là. Tu dois connaître cette personne-là, tu dois connaître cette méthode, tu dois connaître ci, tu dois connaître ça. Il m'a dit, il faut que tu passes absolument par là. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, là, peut-être pas tort. Parce que moi aussi, quand on voit mon parcours, on dit une certaine instabilité. Ça, on le souligne directement, plus d'une fois. Mais le truc, c'est que c'est quasi inexplicable.
Des fois, c'est des faits de la vie. Des fois, c'est des choses comme ça devait arriver. Et je suis honnête, parce qu'il y en a, ils peuvent cacher sur leur CV et dire que j'ai pas travaillé là. Non, moi, je préfère être honnête avec moi-même, dire que j'ai bossé là. Ça, c'est terminé pour X ou Y raison. Mais à chaque fois où je suis allé dans un endroit, j'ai appris. Et je suis ressorti plus grand. Si tu avais un conseil à donner au Samy qui a 20 ans, donc je pense qu'il doit être en BTS ou peut-être en deuxième année du coup de DCG, qu'est-ce que tu lui dirais ? Franchement, en deuxième année de DCG, je dois dire reste comme t'es, mais vraiment reste comme t'es. Enlève la flemme que t'as en toi. Mets-toi dès maintenant une rigueur pour te former de 7h à 8h. Merci beaucoup, Samy. Merci à toi, Julie. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.